En ce moment même, sans que vous en ayez conscience, votre corps est déjà en train de prendre une décision qui influencera votre énergie, votre concentration et même vos envies de sucre pour le reste de la journée. Et le plus surprenant, cette décision est souvent prise avant votre première bouchée. Beaucoup pensent que la stabilité de la glycémie dépend uniquement de ce qu'ils mangent. On accuse le sucre, les viennoiseries, les sodas, parfois même les fruits. Pourtant, deux personnes peuvent manger exactement le même petit déjeuner et vivre une matinée complètement différente. L'une reste concentrée jusqu'à midi, l'autre ressent une fringale à 10 heures, un coup de fatigue, puis l'envie irrépressible d'une collation sucrée. Alors, où se joue réellement la différence? La réponse se cache dans une série de mécanismes biologiques qui s'activent dès l'instant où vous ouvrez les yeux. Pendant que vous vous étirez, que vous consultez votre téléphone ou que vous préparez votre café, votre cerveau, votre foie, vos muscles et plusieurs hormones échangent déjà des millions de signaux. Ils anticipent vos besoins énergétiques bien avant que vous ne commenciez à manger. Votre organisme ne se contente pas de réagir à votre petit déjeuner, il essaie de le prévoir. C'est cette anticipation qui explique pourquoi une même tartine, un même bol de céréales ou un même café peuvent produire des effets très différents selon le contexte dans lequel ils arrivent. Des chercheurs ont montré que la réponse glycémique n'est pas uniquement déterminée par la quantité de glucides consommés. L'heure de la journée, l'activité physique, la qualité du sommeil, la composition du repas précédent et même certains rythmes hormonaux modifient la manière dont votre corps gère le glucose. La glycémie est le résultat d'une orchestration complexe, pas d'un simple calcul de calories. Et c'est précisément ce qui rend les premières minutes de la journée si importantes. Car chaque matin, votre organisme lance une véritable préparation biologique, une préparation héritée de millions d'années d'évolution, conçue pour vous fournir rapidement de l'énergie au moment où vous en avez le plus besoin. Le problème, c'est que notre mode de vie moderne envoie souvent des signaux qui perturbent ce programme parfaitement réglé. Et sans le savoir, beaucoup de personnes créent dès le réveil les conditions idéales pour enchaîner pics de glycémie, baisse d'énergie et envie de sucre pendant plusieurs heures. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas d'adopter un régime extrême ni de supprimer tous les glucides. Il suffit parfois de comprendre comment votre biologie fonctionne réellement. Parce qu'une fois que vous voyez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps chaque matin, certaines habitudes qui semblaient anodines prennent soudain un tout autre sens. Et tout commence par un phénomène dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler alors qu'il se produit chaque jour, quelques minutes après leur réveil. Quelques secondes après votre réveil, votre organisme entre dans une phase que les scientifiques appellent la réponse d'éveil du cortisol, ou Cortisol Awakening Response. Son nom inquiète souvent parce que le cortisol est souvent présenté comme l'hormone du stress. Pourtant, à ce moment précis, il remplit une mission essentielle. Il agit comme un chef d'orchestre qui annonce à tout l'organisme « La journée commence, préparez-vous ». Dans l'espace de 30 à 45 minutes après le réveil, le taux de cortisol augmente naturellement chez la plupart des personnes. Cette hausse est prévue par votre horloge biologique, située dans une petite région du cerveau appelée le noyau suprachiasmatique. Synchronisée principalement par la lumière du matin, cette horloge coordonne les rythmes de presque tous vos organes. Ce n'est pas un défaut de votre organisme, c'est une stratégie de survie. Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres se réveillaient sans savoir combien de temps il faudrait avant de trouver de la nourriture. Le corps devait donc être capable de fournir immédiatement de l'énergie au cerveau et aux muscles. C'est là que le foie entre en scène. Alors que vous êtes peut-être encore allongé dans votre lit, votre foie commence à libérer du glucose dans vos sangs. Il puise dans ses réserves de glycogène et, si nécessaire, produit également du glucose grâce à un processus appelé la néoglucogénèse. Le but n'est pas de faire monter votre glycémie au hasard, il s'agit d'assurer un apport énergétique stable pour les organes qui en ont besoin dès les premières minutes de la journée. Sous un microscope, cette période est une activité remarquable. Des cellules hépatiques libèrent progressivement du glucose, les glandes surrénales augmentent la sécrétion de cortisol, tandis que le cerveau devient plus alerte. Votre fréquence cardiaque augmente légèrement, votre pression artérielle s'élève doucement et plusieurs hormones commencent à préparer votre métabolisme à l'activité. Autrement dit, votre organisme est déjà en train de travailler avant même que vous ne décidiez de travailler.
C'est aussi pour cette raison que certaines personnes n'ont pas faim immédiatement après le réveil. Leur organisme dispose déjà d'une source d'énergie temporaire. À l'inverse, d'autres ressentent très vite la faim, car cette réponse varie selon le sommeil, l'activité physique, l'âge, certains traitements médicaux et la sensibilité individuelle aux hormones. Cette variabilité explique pourquoi il n'existe pas de routine universelle qui convienne parfaitement à tout le monde. Mais il existe un principe qui, lui, est remarquablement constant. Votre organisme fonctionne mieux lorsque les signaux qu'il reçoit sont cohérents avec cette préparation naturelle. Prenons un exemple très courant. Vous ouvrez les yeux après une nuit courte. Vous consultez immédiatement vos messages. Vous sautez le petit déjeuner. Vous enchaînez avec plusieurs cafés. Vous restez assis 1 heure ou 2. Aucune de ces habitudes prises isolément n'est forcément problématique, mais ensemble, elles envoient des messages contradictoires à un organisme qui essaie simplement de maintenir un équilibre. Et c'est là que beaucoup de personnes interprètent mal ce qui leur arrive. Vers 10 ou 11 heures, elles pensent manquer de volonté parce qu'elles ont soudain envie d'un aliment sucré. Pourtant, cette envie n'est pas seulement psychologique, elle est souvent le résultat d'une succession de réponses biologiques qui ont commencé bien plus tôt. Des études montrent d'ailleurs qu'une nuit de sommeil insuffisant peut réduire temporairement la sensibilité à l'insuline dès le lendemain, tandis qu'un rythme circadien disrupté modifie la façon dont l'organisme gère le glucose. Cela ne signifie pas qu'une mauvaise nuit condamne votre journée, mais elle peut rendre votre système métabolique un peu moins efficace pendant quelques heures. Voici une idée anti-intuitive. Le premier objectif de votre organisme au réveil n'est pas d'empêcher votre glycémie d'augmenter. Son objectif est de garantir que chaque cellule essentielle dispose de suffisamment d'énergie pour commencer la journée. La stabilité de la glycémie est une conséquence de cette coordination, pas une fin en soi. Et c'est précisément pour cela que certaines habitudes apparemment anodines peuvent basculer cet équilibre d'un sens ou dans l'autre. Car le plus étonnant n'est pas ce que fait votre foie au réveil. Le plus étonnant, c'est la façon dont quelques gestes très répandus, parfois effectués dans les 5 premières minutes de la journée, peuvent amplifier cette réponse biologique et préparer le terrain à des fluctuations de glycémie qui dureront jusqu'au soir. À ce stade, on pourrait croire que le principal responsable des variations de glycémie est le sucre lui-même. Mais la réalité est plus subtile. Votre organisme ne répond pas seulement à ce que vous mangez, il répond au contexte dans lequel ce repas arrive. C'est une différence fondamentale. Imaginez 2 personnes qui prennent exactement le même petit déjeuner, une tartine, un yaourt et un verre de jus d'orange. La première s'est réveillée après une bonne nuit de sommeil, elle a bu un verre d'eau, ouvert ses volets, marché quelques minutes pour promener son chien, puis s'est assise pour manger. Le repas est identique. La réponse biologique, elle, ne l'est pas probablement pas. C'est parce que plusieurs systèmes sont déjà en action bien avant que les nutriments atteignent votre intestin. Prenons d'abord une habitude extrêmement péritée. Commencez la journée uniquement avec un café. Le café n'est pas un ennemi. Chez beaucoup de personnes, une consommation modérée est même associée à certains bénéfices pour la santé. Mais le moment où il est consommé peut modifier la réponse de votre organisme. La caféine stimule le système nerveux sympathique, celui qui prépare le corps à l'action. Elle favorise également la libération d'adrénaline, une hormone qui demande au foie de rendre davantage de glucose disponible lorsque l'organisme pense en avoir besoin. Chez certaines personnes, surtout lorsqu'elles sont sensibles à la caféine ou qu'elles la consomment à jeun, cela peut temporairement réduire la sensibilité à l'insuline pendant quelques heures. Les études montrent cependant que cette réponse varie fortement d'un individu à l'autre, en fonction de la génétique, de l'habitude de consommation et du contexte du repas. Autrement dit, le café n'augmente pas automatiquement la glycémie de tout le monde, mais il peut renforcer un système déjà activé par le réveil. Puis vient un autre facteur souvent négligé, la déshydratation légère. Après plusieurs heures de sommeil, vous vous réveillez naturellement avec un déficit en eau. Même modeste, cette perte peut influencer le volume sanguin et pousser l'organisme à sécréter davantage de vasopressine, une hormone principalement chargée de conserver l'eau. Certaines recherches suggèrent qu'une activité élevée de ce système hormonal pourrait également être associée à une moins bonne régulation du glucose chez certaines personnes. Ce n'est pas spectaculaire, mais la biologie fonctionne souvent par accumulation de petits effets plutôt que par un seul grand événement. Ensuite arrive le petit déjeuner. Pendant longtemps, on a résumé la question à une idée très simple, éviter le sucre.
En réalité, la vitesse à laquelle le glucose arrive dans la circulation est souvent aussi importante que sa quantité. Lorsque le repas est principalement composé de céréales très raffinées, de viennoiseries ou de boissons sucrées, la digestion est rapide. Le glucose atteint rapidement le sang, obligeant le pancréas à libérer davantage d'insuline pour maintenir l'équilibre. À l'inverse, lorsque le repas contient suffisamment de protéines, de fibres et un peu de bonne graisse, l'estomac se vide plus lentement. L'intestin libère davantage d'hormones comme le GLP-1 qui ralentissent la vidange gastrique et renforcent la réponse insulinique au bon moment. Le résultat est souvent une montée plus progressive de la glycémie. Ce n'est pas seulement une question de calories, c'est une question de vitesse. Et c'est précisément cette vitesse que votre organisme essaie de maîtriser. Mais il existe une autre erreur extrêmement fréquente. Une fois le petit déjeuner terminé, beaucoup d'entre nous restent assis pendant de longues heures, dans la voiture, dans les transports, devant un ordinateur ou en réunion. Pourtant, vos muscles représentent l'un des plus grands consommateurs de glucose de tout votre corps. Et lorsqu'ils restent totalement inactifs, une formidable opportunité est perdue. Des études utilisant des capteurs de glucose en continu montrent qu'une courte marche après un repas peut réduire l'ampleur du pic glycémique chez beaucoup de personnes. Quelques minutes suffisent parfois à modifier la façon dont le glucose est réparti dans l'organisme. Pourquoi ? Parce que les muscles ne sont pas des simples moteurs, ils sont aussi des régulateurs métaboliques d'une efficacité remarquable. Et ce qu'ils sont capables de faire avec le glucose est probablement l'un des mécanismes les plus fascinants de toute cette histoire. Car lorsqu'un muscle commence à se contracter, il ouvre une voie biologique presque indépendante de l'insuline, une découverte qui change complètement notre façon de comprendre la stabilité de la glycémie. C'est ici que beaucoup d'idées reçues s'effondrent. Pendant des années, la question a souvent été formulée ainsi. Quel est le meilleur petit déjeuner pour stabiliser la glycémie ? Mais la biologie pose une question différente. Dans quel état votre organisme se trouve-t-il lorsque ce petit déjeuner arrive ? Cette nuance change tout, car avant même de parler des aliments, votre corps interprète déjà une succession de signaux. La lumière qui atteint vos yeux, votre niveau d'hydratation, le fait que vous soyez immobile ou en mouvement, votre température corporelle, les hormones déjà en circulation. En d'autres termes, votre métabolisme ne démarre pas avec votre première bouchée, il démarre avec votre premier réveil. L'un des premiers signaux les plus puissants et pourtant entièrement gratuits, la lumière naturelle. Quand la lumière du matin atteint la rétine, elle envoie un message direct à votre horloge biologique. Ce signal contribue à synchroniser le rythme circadien, favorise l'arrêt progressif de la production de mélatonine et aide à coordonner les hormones qui régulent l'éveil, l'appétit et le métabolisme. Quelques minutes passées à l'extérieur ou près d'une fenêtre bien éclairée ne font pas brûler du sucre. Elles indiquent simplement à votre organisme que la journée commence réellement. Cette synchronisation peut sembler discrète. Pourtant, c'est elle qui permet à de nombreux systèmes de fonctionner en harmonie plutôt qu'en décalage. Le deuxième signal est aussi simple, boire de l'eau. Après plusieurs heures sans boire, l'hydratation aide à rétablir un environnement plus favorable au fonctionnement des cellules. Ce n'est pas une solution miracle contre les pics du glycémie, mais c'est un élément qui soutient le retour à un équilibre physiologique normal. Puis vient un acteur auquel on pense rarement, le muscle. Et c'est probablement le plus grand héros silencieux de cette histoire. Lorsque vos muscles se contractent, même lors d'une montée d'escalier ou de quelques exercices de mobilité, ils ont besoin d'énergie immédiatement. Pour répondre à cette demande, ils activent un mécanisme remarquable. À la surface des cellules musculaires se trouvent des protéines appelées GLUT4. Leur rôle est d'agir comme des portes permettant au glucose d'entrer dans la cellule. Habituellement, l'insuline aide à déplacer ces transporteurs vers la membrane cellulaire. Mais lors d'une contraction musculaire, une autre voie biologique entre en jeu. Les muscles peuvent faire migrer davantage de transporteurs GLUT4 vers leur surface, même avec une participation moindre de l'insuline. Autrement dit, l'activité musculaire facilite directement l'entrée du glucose dans les cellules qui en ont besoin. C'est une adaptation extraordinairement élégante. Votre organisme ne se contente pas d'attendre qu'une neurone lui dise quoi faire. Lorsqu'un muscle travaille, il signale lui-même qu'il a besoin de carburant. Des chercheurs ont observé que cette capacité contribue à améliorer la gestion du glucose après les repas, même avec une activité physique légère.
C'est l'une des raisons pour lesquelles une courte marche après le petit déjeuner peut avoir un effet mesurable sur la réponse glycémique chez beaucoup de personnes. Ce n'est pas parce que vous brûlez immédiatement tout le sucre consommé, c'est parce que vos muscles deviennent de meilleurs utilisateurs du glucose disponible. Voilà le véritable changement de perspective. Pendant longtemps, beaucoup ont essayé de contrôler leur glycémie uniquement en supprimant certains aliments. Mais votre organisme possède déjà des mécanismes extrêmement sophistiqués pour réguler le glucose. L'objectif n'est pas de remplacer ces mécanismes, c'est de leur permettre de fonctionner dans les meilleures conditions. Cette idée se retrouve également dans l'ordre des aliments. Certaines études suggèrent que commencer un repas par des légumes riches en fibres ou une source de protéines avant les glucides peut ralentir l'arrivée du glucose dans la circulation sanguine chez certaines personnes. Les fibres ralentissent la vidange de l'estomac, tandis que les protéines stimulent la libération d'hormones digestives qui préparent mieux la réponse métabolique. Encore une fois, ce n'est pas la perfection qui compte, c'est la séquence. De petites différences dans l'ordre des événements peuvent produire de grandes différences dans la façon dont votre organisme réagit. Et c'est précisément ce qui rend la routine du matin si puissante. Elle ne modifie pas un seul mécanisme, elle aligne plusieurs systèmes biologiques qui travaillent ensemble. L'horloge circadienne, les hormones, les muscles, le foie, l'intestin et le pancréas. Lorsque ces systèmes reçoivent des signaux cohérents, ils deviennent plus efficaces. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la matinée, car les choix que vous faites dans cette première heure continuent d'influencer votre organisme bien après le petit déjeuner. Ils modifient votre niveau de satiété, votre concentration, vos envies de sucre et même la manière dont votre organisme répondra au déjeuner plusieurs heures après. C'est ce phénomène, parfois appelé « effet du deuxième repas », qui révèle à quel point le métabolisme possède une mémoire à court terme bien plus sophistiquée qu'on ne l'imagine. À première vue, on pourrait penser que tout s'arrête une fois le petit déjeuner digéré. Après tout, le glucose est utilisé, l'insuline diminue progressivement et la matinée continue. Mais votre organisme fonctionne autrement. Chaque réponse métabolique influence la suivante. Les chercheurs parlent parfois de l'effet du deuxième repas. Ce phénomène montre que la façon dont votre corps gère le petit déjeuner peut modifier sa réponse au déjeuner plusieurs heures plus tard. Autrement dit, votre métabolisme garde une sorte de mémoire à court terme. Si votre glycémie est restée relativement stable pendant la matinée, votre organisme aborde souvent le repas suivant dans de meilleures conditions. À l'inverse, une succession de pics et de chutes peut rendre la régulation plus difficile au fil de la journée. Ce n'est pas un destin irréversible, c'est une dynamique, et c'est précisément ce qui rend les habitudes répétées si importantes. Prenons un autre exemple que beaucoup de personnes reconnaîtront immédiatement. Vous déjeunez vers midi. 1 heure après, vos paupières deviennent lourdes. Vous relisez 3 fois le même paragraphe. Votre concentration diminue et, sans vraiment comprendre pourquoi, vous commencez déjà à penser au café ou à une collation. On attribue souvent cette fatigue au repas lui-même. En réalité, plusieurs mécanismes peuvent se superposer. La digestion mobilise naturellement une partie des ressources de l'organisme. Si le repas provoque une élévation importante de la glycémie suivie d'une réponse insulinique marquée, certaines personnes ressentent ensuite une baisse d'énergie plus prononcée. Ce phénomène varie d'un individu à l'autre, mais il illustre une idée essentielle. Ce que vous ressentez après le déjeuner ne dépend pas uniquement du déjeuner. La matinée a déjà préparé le terrain. Un autre acteur intervient discrètement, le GLP-1. Cette hormone est produite par l'intestin lorsque les nutriments arrivent dans le tube digestif. Elle aide à ralentir la vidange de l'estomac, stimule la sécrétion d'insuline lorsque le glucose augmente et envoie également des signaux de satiété au cerveau. En d'autres termes, votre intestin ne sert pas seulement à absorber les aliments, il participe activement à la régulation de votre appétit. Lorsque le repas contient suffisamment de protéines et de fibres, cette communication entre l'intestin, le pancréas et le cerveau est souvent plus progressive. Beaucoup de personnes constatent alors qu'elles restent rassasiées plus longtemps, non pas parce qu'elles ont mangé davantage, mais parce que leur organisme gère différemment les signaux de faim. C'est un changement subtil, mais il peut transformer toute une journée. Vers 16 heures, beaucoup ressentent ce que l'on appelle familièrement le coup de barre. Ce moment est souvent attribué au manque de motivation. Pourtant, il reflète parfois un dialogue permanent entre le cerveau et le reste du corps. Le cerveau représente environ 2% du poids corporel, mais il consomme presque 20% de l'énergie utilisée au repos.
Il dépend donc d'un apport continu en glucose, soigneusement régulé. Contrairement aux muscles, il ne dispose pas de réserves énergétiques très limitées. Lorsque les variations de glycémie deviennent importantes, certaines personnes perçoivent plus facilement une baisse de vigilance, une difficulté à se concentrer ou une envie d'aliments très énergétiques. Ces sensations ne sont pas uniquement psychologiques, elles traduisent aussi la manière dont le cerveau interprète les signaux métaboliques qu'il reçoit. Mais voici sans doute la découverte la plus encourageante de tout ce documentaire. Votre métabolisme est remarquablement adaptable. Les cellules ne sont pas figées. Les muscles peuvent mieux améliorer leur sensibilité à l'insuline avec une activité physique régulière. Le foie peut mieux réguler sa production de glucose. Les rythmes circadiens deviennent plus stables lorsque les heures de sommeil, de repas et d'exposition à la lumière sont relativement cohérentes. Ces adaptations ne se produisent pas généralement en 1 ou 2 jours. Elles se construisent progressivement. Comme beaucoup de systèmes biologiques, le métabolisme apprend par la répétition. Chaque matin, votre organisme compare les signaux qu'il reçoit à ceux de la veille. Lorsqu'ils deviennent cohérents au fil des semaines, il ajuste progressivement son fonctionnement. C'est une idée importante. La stabilité métabolique ne se gagne pas grâce à une matinée parfaite, elle se construit grâce à des matinées suffisamment cohérentes. Voilà pourquoi il est inutile de rechercher une routine idéale impossible à suivre. Une routine réaliste, répétée avec régularité, produit souvent davantage de bénéfices qu'un programme parfait abandonné après quelques jours. Au fond, votre glycémie n'est pas contrôlée par un seul aliment, une seule hormone ou une seule décision. Elle est le résultat d'une conversation permanente entre votre cerveau, votre foie, vos muscles, votre pancréas, votre intestin et votre environnement. Et lorsque cette conversation devient plus harmonieuse, les bénéfices dépassent souvent la simple glycémie. Une énergie plus régulière, moins de fringales, une meilleure concentration et une sensation de stabilité tout au long de la journée en sont souvent les premières manifestations. Il ne reste alors qu'une question. À quoi ressemble concrètement une routine matinale qui respecte cette biologie plutôt que de lutter contre elle? C'est ce que nous allons rassembler dans la conclusion. Après tout ce que nous avons découvert, une chose devient claire. Votre organisme ne vous demande pas de suivre un régime parfait. Il vous demande de lui envoyer des signaux cohérents. Car chaque matin, des milliards de cellules tentent de répondre à une seule question. Quelle est la meilleure façon de fournir de l'énergie aujourd'hui? Vos habitudes leur apportent la réponse. Alors, à quoi ressemble une routine qui travaille avec cette biologie au lieu de la contrarier? Elle est étonnamment simple. Commencez par vous hydrater. Après une nuit entière sans boire, un verre d'eau aide votre organisme à retrouver un environnement plus favorable au fonctionnement normal de ses cellules. Ensuite, exposez-vous à la lumière naturelle dès que possible. Quelques minutes à l'extérieur ou près d'une fenêtre lumineuse suffisent souvent à renforcer le signal envoyé à votre horloge biologique. Ce simple geste contribue à synchroniser les rythmes qui influencent l'éveil, l'appétit et le métabolisme tout au long de la journée. Puis, si votre état de santé le permet, bougez un peu. Il ne s'agit pas forcément d'une séance de sport. Quelques minutes de marche, quelques montées d'escalier ou quelques mouvements de mobilité peuvent déjà activer vos muscles et améliorer leur capacité à utiliser le glucose. Ensuite vient le petit déjeuner. Plutôt que de rechercher l'aliment parfait, privilégiez un repas qui apporte des protéines, des fibres et des glucides peu raffinés, lorsque cela est adapté à vos besoins. Des œufs accompagnés de légumes, un yaourt nature avec des fruits et des oléagineux, ou encore des flocons d'avoine associés à une source de protéines sont tout autant d'exemples possibles. Il n'existe pas une seule formule idéale, mais un principe commun. Ralentir l'arrivée du glucose dans la circulation tout en apportant une énergie durable. Et si votre emploi du temps le permet, une courte marche après le repas peut compléter cette séquence en aidant les muscles à capter davantage de glucose. Pris séparément, chacun de ces gestes paraît modeste. Ensemble, ils racontent toute autre histoire. Ils envoient à votre organisme un message clair et cohérent. Le jour commence, l'énergie est disponible, les muscles sont prêts à l'utiliser, les hormones peuvent travailler en équilibre. Au fil du temps, cette cohérence devient une habitude biologique. C'est peut-être la leçon la plus importante de ce documentaire. Nous parlons souvent de contrôler notre glycémie, comme si notre corps était une machine qu'il fallait corriger en permanence. Mais la réalité est presque l'inverse.
Votre organisme passe chaque seconde à essayer de maintenir un équilibre. La plupart du temps, il sait exactement quoi faire. Notre rôle est surtout d'éviter de compliquer ce travail. Cette idée change profondément notre regard sur la santé. Au lieu de considérer chaque repas comme un test ou chaque envie de sucre comme un manque de volonté, on comprend qu'il s'agit souvent de la conséquence logique de signaux biologiques accumulés au fil de la journée. Et cela est encourageant, parce que les petits changements, lorsqu'ils sont répétés, peuvent produire des effets bien plus importants que les transformations spectaculaires mais éphémères. La stabilité de la glycémie ne commence pas avec un aliment miracle, elle commence avec une routine qui respecte le fonctionnement naturel de votre organisme. Si vous vous êtes reconnu dans certaines situations évoquées aujourd'hui, le coup de fatigue de fin de matinée, les fringales de l'après-midi ou cette sensation de manquer d'énergie sans comprendre pourquoi, vous savez maintenant que ces expériences ont souvent une explication biologique. Les comprendre est déjà une première étape. Les observer dans votre propre quotidien est la suivante. Car parfois, la meilleure façon d'améliorer sa santé n'est pas de demander davantage à son corps, c'est de mieux comprendre ce qu'il essaye de faire depuis le début. Merci d'avoir regardé ce documentaire. Si ce sujet vous a appris quelque chose, dites-nous en commentaire quelle habitude matinale vous aimeriez expérimenter ou quelle a déjà fait la différence pour vous. Et si vous aimez découvrir les mécanismes cachés qui chafonnent votre santé au quotidien, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains documentaires. À très bientôt.